Ethan se promenait dans le parc lorsqu'il a repéré un banc confortable près d'une fontaine isolée. Sentant le besoin de faire une pause, il décida de s'asseoir. Des gens marchaient de long en large le long de la route. Certains se dépêchent de vaquer à leurs occupations, tandis que d'autres se promènent tranquillement. De jeunes mères souriantes poussaient des poussettes et de jeunes enfants faisaient de la trottinette ou du vélo. C'était un tableau idyllique. Tout cela lui rappelle un beau parc au centre d'une petite ville où il a passé son enfance. La mère d'Ethan travaillant beaucoup, c'est sa grand-mère qui s'est occupée de lui jusqu'au CM2. Il se rendait souvent dans le parc, nourrissait les oiseaux et discutait de tout et de rien. En pensant à sa grand-mère, Ethan a esquissé un sourire triste mais reconnaissant. Elle était peut-être la personne la plus proche et la plus chère pour lui. Elle est morte alors qu'Ethan était déjà étudiant à l'université, en 3e année, et il lui a fallu beaucoup de temps pour retrouver ses esprits. Plus tard, il se souvient souvent d'elle, surtout dans les moments importants de sa vie. Elle avait remarqué son talent pour les mathématiques très tôt, avant même qu'il ne commence l'école. Ethan a un esprit brillant. Je pense qu'il peut devenir un ingénieur talentueux et qu'un grand avenir l'attend. Déclarait fièrement la femme. Elle avait travaillé toute sa vie dans l'architecture et savait donc de quoi elle parlait. La mère d'Ethan se contentait de sourire. Elle pensait que sa mère louait Ethan par amour aveugle, mais Ethan s'est avéré être un mathématicien talentueux. Ce talent s'est manifesté dès la première année d'école primaire. Alors que les autres enfants se débattaient avec les opérations de base, Ethan résolvait des problèmes d'une complexité accrue, destinés à des élèves de 4e année. L'enseignant lui confiait des tâches supplémentaires pour qu'il reste intéressé pendant les cours. Ah. C'est dommage que ton grand-père ne voit pas ce que tu es devenu. La grand-mère soupire en regardant le nouveau diplôme qu'Ethan a obtenu au concours de mathématiques de la ville. Le grand-père d'Ethan était décédé quelques mois après sa naissance. Le grand-père était chirurgien, enthousiaste, attentif et attentionné. Il était aimé et respecté dans leur ville. Il est mort sur son lieu de travail. Elle a été pris de vertige, ses yeux se sont assombris et sa poitrine s'est contractée. Il a été immédiatement transporté au service de cardiologie qui n'a pas pu le sauver. Et la grand-mère racontait souvent des histoires sur son mari, créant une image vivante et réaliste dans l'esprit d'Ethan. D'une certaine manière, le grand-père d'Ethan est resté présent dans sa vie. Mais de son père, Ethan ne savait rien. En grandissant, il a commencé à poser des questions, aspirant à une figure masculine à ses côtés. Sa grand-mère et sa mère, bien que merveilleuses et attentionnées, ne pouvaient pas remplir ce rôle. Ethan avait besoin de quelqu'un avec qui parler de sujets masculins, avec qui faire du sport et avec qui discuter de ses problèmes. Pendant longtemps, sa mère et sa grand-mère ont éludé ces questions. Ce n'est pas mon secret, disait sa grand-mère. Quant à sa mère, elle changeait de sujet ou prétendait être occupée. Mais un jour, elle a fini par abandonner. Il m'a quittée quand il a appris que j'étais enceinte. Il s'est enfui, c'est tout, l'histoire habituelle. Il ne venait pas de la ville. Elle a dit qu'il venait de la capitale, mais qui sait? Il travaillait ici. Il m'a raconté plein de mensonges et il a disparu. Tout ce que je sais de lui, c'est son nom et sa ville de résidence. Après son départ, j'ai réalisé que je t'attendais. J'ai aussi compris que je laisserais le bébé derrière moi quoi qu'il arrive. Mes parents m'ont soutenu, du côté maternel. Quelques mois plus tard, il est réapparu ici. Il m'a appelé et m'a demandé de sortir avec lui. Lorsqu'il a vu mon ventre arrondi, il s'est enfui. Elle avait peur, vous savez, je ne lui en veux pas. Mais je suis contente de t'avoir. Voilà, c'est à peu près tout. Ce n'est pas une belle histoire, alors je ne veux pas que vous posiez d'autres questions à ce sujet. Ethan était assez âgé pour comprendre qu'il était difficile pour sa mère de se souvenir de cette époque. Car il s'avérait qu'elle s'était comportée de manière trop frivole. Mais depuis, le garçon avait cessé de rêver à la rencontre tant attendue avec son père. Il a cessé de l'imaginer en héros, en pilote, en marin au long cours, en militaire. L'aveu de sa mère a libéré le garçon de ses illusions. Ethan a vécu avec sa grand-mère jusqu'à l'âge de 11 ou 12 ans. Ensuite,
il a emménagé avec sa mère. Celle-ci a loué un appartement non loin du lycée de mathématiques. Et il était plus pratique de se rendre à l'école depuis le domicile de sa mère. Mais Ethan allait quand même chez sa grand-mère bien-aimée tous les week-ends. Elle lui manquait, ainsi que sa chambre et son chat. Et l'atmosphère qui régnait dans l'appartement où s'était déroulée son enfance. Bientôt, Ethan tombe amoureux d'une fille nommée Kim. Ils étaient dans des classes différentes, mais ils suivaient les cours d'éducation physique en même temps. Ethan ne brillait pas en sport. Dans toutes les matières de son agenda, il avait des appoints, mais en éducation physique, il était un perdant. Il était impossible de ne pas remarquer Kim. Elle était grande, mince, légère et gracieuse, comme une panthère. Nez droit, sourcils foncés écartés, lèvres pulpeuses et joliment incurvées, yeux immenses d'une couleur turquoise irréelle. Kim était sa beauté et elle le savait très bien. La jeune fille fréquentait surtout des garçons populaires, beaux, athlétiques. Sur deux et doté d'un excellent sens de l'humour. Ethan n'avait jamais été comme ça. Mais il avait d'autres atouts. Le garçon est rapidement devenu l'un des meilleurs mathématiciens de l'école. Sa grand-mère avait raison. Le talent d'Ethan s'épanouit pleinement dans les murs d'une école spécialisée. Les professeurs le félicitent, s'entraînent avec lui et lui confient des tâches de plus en plus complexes. Un jour, Kim s'est approchée de lui à la récréation. « Bonjour, dit-elle avec un sourire radieux. Je m'appelle Kim. Nous faisons de l'éducation physique en même temps que votre classe. Tu te souviens de moi ? » Ethan acquiesça faiblement, incapable de prononcer un mot sous le coup de l'émotion. « Tu vois, poursuit Kim en hésitant. Le mathématicien nous a donné un devoir difficile. Je n'ai rien compris. Et cela va affecter ma note finale. Ma mère sera furieuse. Je vous en prie, aidez-moi. Ethan n'était pas seulement prêt à résoudre le devoir de Kim, il était aussi prêt à déplacer des montagnes. Il accepte sans hésiter, impatient de voir la joie dans les yeux turquoises de la jeune fille. Merci, s'exclame Kim. Tu es vraiment cool. C'est ce que les filles de ta classe disent de toi. Après cela, Kim et Ethan ne sont pas devenus amis, mais Ethan s'est soudain mis à exister pour elle. Elle le saluait toujours et il leur arrivait de changer de classe pendant le cours d'éducation physique. À U lycée, Kim a commencé à sortir avec Paul, le capitaine de l'équipe de football locale. Cette année-là, il y avait beaucoup de couples à l'école, peut-être en raison de leur âge. Ethan a ressenti un sentiment désagréable de jalousie lorsqu'il les a vus ensemble. Et elle savait qu'il était toujours amoureux de Kim et que ce sentiment enfantin n'avait pas disparu. Ethan ne s'intéressait pas aux autres filles, même si certains de ses camarades de classe sympathisaient avec lui. S'il avait fait preuve d'un minimum d'initiative, ils auraient volontiers accepté de sortir avec lui. Mais toutes ses pensées tournaient autour de l'inaccessible Kim. Ethan s'est réjoui de la rumeur selon laquelle Paul avait quitté Kim pour une fille plus âgée. En représailles, Kim a presque immédiatement commencé à sortir avec un homme qui était également plus âgé qu'elle. Il venait la chercher après l'école dans sa propre voiture. Il était beau et élégant. Chaque jour, les yeux brillants de bonheur, Kim montait dans l'habitacle de la belle voiture qui l'attendait sur le parking de l'école et le couple s'en allait. Les filles racontaient que le nouveau petit ami de Kim était le fils de parents très riches, bien sûr, elles l'enviaient au plus profond de leur cœur. Kim a de la chance. Et elle est fou d'elle. Ils se marieront quand elle aura 18 ans. Kim a obtenu un ticket pour une vie heureuse. Elle n'a pas besoin d'étudier. Elle aura tout l'argent qu'elle veut. À cet âge, la plupart des filles rêvaient de rencontrer un prince, un homme qui les couvrirait de cadeaux coûteux et comblerait tous leurs désirs, comme dans les films. Elle ne se rendait pas compte que le fromage gratuit ne se trouvait que dans une souricière. Ethan se sentait comme un pauvre par rapport au nouvel admirateur de Kim. Il avait une voiture et des parents riches. Et qu'avait Ethan ? Il n'était qu'un homme ordinaire. Pendant ce temps, la vie continuait. Ethan a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et est entré à l'université. Il avait entendu dire que Kim avait épousé ce type dès qu'elle avait eu 18 ans et qu'elle n'avait pas poursuivi ses études.
Son beau-père l'avait engagé comme secrétaire dans son entreprise. Kim recevait un salaire mirobolant, conduisait sa nouvelle voiture de luxe, vivait avec son mari dans un appartement luxueux au centre-ville et partait souvent en vacances à l'étranger. Bref, elle a réalisé le rêve collectif des jeunes filles du quartier. Ses études l'ont sauvée. Cours, examens, projets. Et finalement, il a été récompensé. En tant que jeune spécialiste prometteur, il a été pris en stage dans une grande compagnie pétrolière. Il n'était pas facile d'y trouver un emploi, mais beaucoup de gens aspiraient à y travailler car les salaires étaient 3 ou 4 fois supérieurs à la moyenne de la région. Au début, Ethan était à la fois heureux et accablé lorsqu'il a reçu son premier salaire, mais il avait travaillé dur, alors c'était juste. Ethan semblait avoir oublié Kim. Les souvenirs de leur premier amour d'enfance avaient disparu, tout comme les tourments et les inquiétudes liées à l'impossibilité de leur union. Ethan a même commencé à sortir avec une fille et leur relation est rapidement devenue sérieuse. Nina étudiait dans la même université, avec 1 an de moins. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors d'une conférence étudiante. Nina était douce, gentille et ouverte d'esprit. Elle était très intelligente et passionnée par l'architecture moderne. Ethan savait que Nina l'aimait vraiment. Il pouvait le voir dans ses yeux et le sentir dans son toucher. C'était un sentiment étonnamment agréable de savoir que quelqu'un l'aimait si sincèrement. Cependant, Ethan lui-même ne ressentait pas les mêmes émotions intenses pour Nina. Ce n'était pas comme ce qu'il avait vécu à l'école avec Kim. Ethan respectait Nina et voulait prendre soin d'elle. Il aimait la rendre heureuse et voir un sourire sur son visage. Ils étaient d'accord sur les sujets importants, se comprenaient souvent sans mots et finissaient même leurs phrases. L'harmonie était totale. Pour Ethan, c'était plus que suffisant. Les sentiments qu'il éprouvait pour Kim à l'école n'étaient que des passions d'adolescent. Les adultes vivent le monde différemment et c'est normal. L'important, c'est qu'ils se sentent bien et tranquilles avec Nina. Le couple ne s'est pas précipité pour se marier. C'était une décision mutuelle. Ils étaient déjà heureux ensemble. D'abord, ils voulaient tous les deux s'établir dans leur carrière et voler de leurs propres ailes avant de fonder une famille. Ni Nina, ni Ethan, ni leurs amis communs ne doutaient qu'ils finiraient par se marier. C'était une évidence. Après son stage, Ethan s'est vu offrir un poste à temps plein dans la même société pétrolière. Son salaire a augmenté, tout comme le volume et la complexité de ses tâches. Lorsque Nina a reçu son diplôme, elle a été acceptée avec joie, en tant que jeune diplômée prometteuse, dans un cabinet d'architecture recommandé par le recteur. Ses yeux pétillent de joie lorsqu'elle parle à Ethan de son nouvel emploi et il comprend son enthousiasme. Nina a emménagé avec Ethan. Entre-temps, il avait acheté un appartement avec un prêt hypothécaire et l'avait même rénové. Ils vivaient comme une vraie famille, bien sûr, ils prévoyaient de se marier. Ils ont décidé d'un commun accord de ne pas avoir d'enfants pour l'instant, mais ils voulaient officialiser leur relation. Nina rêvait d'un mariage d'été. Elle voulait porter une robe blanche légère, organiser une séance de photos en plein air et célébrer le mariage au bord d'une large rivière. Ethan aimait toutes les idées de Nina, mais après tout, cela ne l'intéressait pas trop. Pour être honnête, ses pensées étaient surtout occupées par un autre grand projet. En février, Nina est allée rendre visite à ses parents dans une ville voisine. Elle avait prévu de rester avec eux pendant une longue période et elle a soudainement eu une semaine de congé, alors elle a profité de l'occasion. Ce jour-là, Ethan et ses collègues ont reçu un financement de la direction de l'entreprise pour un projet important. Quelqu'un a suggéré de fêter l'occasion et Ethan a accepté avec plaisir. Après des négociations tendues et éprouvantes, ils ont décidé d'aller dans un bar du centre-ville. Carl, l'un des collègues et amis proches d'Ethan, a assuré que le bar avait la meilleure musique live, la bière la plus délicieuse et les plus belles filles. Aucune objection n'a été soulevée. Le bar est très animé, presque toutes les tables et tous les sièges sont occupés. Cependant, pour Carl, un habitué du bar, l'administrateur a réussi à trouver un petit canapé dans un coin. Le groupe s'est installé confortablement et s'est lancé dans une conversation animée, des blagues et des rires. Ils se sentent gagnants et font des plans pour les fonds qu'ils ont travaillé dur pour obtenir, rêvant que leur nouvelle idée leur rapportera des bénéfices substantiels. Soudain,
Ethan n'en croit pas ses yeux. Il aperçoit Kim. Les souvenirs de leur jeunesse l'envahissent, lui font tourner la tête et accélérer son pouls. Même s'il était un homme mûr et établi, il ressentait l'influence profonde qu'elle avait sur lui. Il semblait que les sentiments qu'il éprouvait pour elle n'avaient pas diminué ou changé avec le temps. C'était incroyable. Quand Ethan a remarqué Kim, elle était debout au comptoir, engagée dans une conversation avec une serveuse. Les deux ont échangé des sourires, indiquant une relation amicale entre eux. Kim, son sourire était captivant. Ses longs cheveux, couleur chocolat au lait, tombaient en cascade sur ses épaules. Ses yeux turquoises, posés sur un beau visage bronzé, brillent toujours d'une certaine allure. Mais maintenant, il y avait une qualité insaisissable dans ses yeux, peut-être une tristesse cachée ou de l'anxiété. Ethan n'avait pas remarqué cela pendant leurs années d'école. Kim était vêtue d'une robe tricotée émeraude, mettant en valeur ses jambes fines, associées à des baskets d'hiver volumineuses, créant une image à la fois sportive et élégante. Kim s'est ensuite déplacé dans le coin de la salle avec la serveuse, devenant invisible de l'endroit où Ethan était assis. Il ne voulait pas la perdre de vue, il s'est donc levé rapidement et a suivi les filles. Ethan réussit à apercevoir Kim qui se glissait dans l'arrière-salle. Il décida donc d'attendre. Il savait que tôt ou tard, elle sortirait et que leur rencontre était inévitable. Mais que lui dirait-il? Ethan ne le savait pas, et il était rempli d'inquiétude et d'anxiété, ressassant dans sa tête des phrases décontractées et sans engagement. Finalement, la porte s'est ouverte et Kim a presque sauté dans les bras d'Ethan. Il ne s'attendait pas à la voir ainsi. Kim portait l'uniforme des serveurs du bar, un t-shirt noir, un jean moulant noir, un tablier gris et un badge portant le nom de Kim sur sa poitrine. C'est une serveuse? Comment est-ce possible? Se demande Ethan. Elle est mariée à un homme riche et est censée mener une vie sociale glamour, pas courir autour du bar avec des plateaux. Et la femme était sur le point de dépasser Ethan lorsqu'il a finalement eu le courage de l'interpeller. Kim, c'est vraiment toi? Elle s'arrêta et l'examina attentivement de la tête aux pieds, et un soupçon de reconnaissance apparut dans ses yeux. Kim sembla soudain gêné, sourit maladroitement et répondit, oui, c'est moi. Et toi, tu es Ethan, n'est-ce pas? Oui. Waouh, tu es devenu un tel homme. Qu'est-ce que tu veux dire? Kim a souri avec charme. Elle n'était plus timide. À l'école, tu étais un air typique, long et mince, pas particulièrement attirant, mais tu sais, le temps fait souvent des merveilles pour les hommes comme toi. Ethan s'épanouit à ce compliment. Kim avait clairement exprimé sa sympathie. C'était incroyable. Ethan retrouva immédiatement sa confiance en lui et sa force. Qu'en est-il de vous? Tu travailles ici? Demanda Ethan. Comme vous pouvez le voir, Kim soupira et le sourire disparut de son visage. La vie est une chose étrange et imprévisible. Qui aurait cru qu'elle se déroulerait ainsi? Que s'est-il passé? Ce n'est pas une belle histoire, mais je dis toujours que tout arrive pour le mieux, même quand cela ne semble pas être le cas. Qu'en est-il pour vous? Que faites-vous maintenant? Je travaille dans une compagnie pétrolière. Ah, c'est vrai. J'en ai entendu parler par quelqu'un. Eh bien, c'est bien pour toi. Tu as toujours été intelligent et déterminé. Kim se tenait juste à côté de lui, complimentant Ethan et le regardant. Et la façon dont elle le regardait, il y avait tellement de choses dans ce regard. De l'intérêt, de l'admiration, de la chaleur et de la tendresse. Nous voilà en train de fêter un événement d'entreprise avec mes collègues. Explique Ethan en faisant un geste vers sa table. C'est très bien. Combien de temps comptez-vous rester ici? Ethan haussa les épaules. Il y aura un peu moins de monde à la fin du service. Parlons, d'accord? C'est tellement agréable de voir quelqu'un de mon enfance. C'était le meilleur moment de ma vie. Tout au long de la soirée, qui m'a été occupé à aller de table en table avec des plateaux, à sourire aux visiteurs et à échanger de courtes phrases avec eux. Kim et Ethan croisaient souvent le regard et une chaude vague de bonheur inondait le cœur d'Ethan à ces moments d'H. À eu moment où les collègues d'Ethan partaient, il les a raccompagnés jusqu'au taxi.
Pourquoi ne venez-vous pas? Se demande Karl. Je vais rester un peu plus longtemps. Je vois. Karl sourit d'un air conspirateur. Est-ce à cause de la jolie fille au plateau que tu as regardé toute la soirée? N'oublie pas que tu as Nina. Karl est parti et Ethan a réfléchi à ses paroles. Nina, gentille, intelligente, fidèle et fiable. Il lui serait sûrement désagréable de savoir que l'homme qu'elle allait épouser cet été décidait de s'attarder dans le bar, non seulement pour s'amuser avec ses collègues, mais aussi pour discuter avec son premier amour. D'un autre côté, il ne faisait rien de mal. Il était simplement curieux de savoir comment Kim s'était retrouvée à travailler comme serveuse. L'heure de la fermeture approchant. Il ne restait plus que quelques personnes dans le bar. Kim eut enfin la chance de s'asseoir à la table d'Ethan. Elle avait l'air un peu fatiguée, mais pour une raison ou une autre, cela la rendait encore plus attirante. Oh, le travail a été difficile, dit-elle en souriant à Ethan. Puis-je commander quelque chose pour vous? Non, merci. Je vais devoir aller le chercher moi-même. Et je ferais mieux de m'asseoir ici, j'ai les jambes qui bourdonnent. Dans notre bar, les serveuses doivent obligatoirement porter des talons. Ils vous vont bien, dit Ethan. Merci, mais l'uniforme d'une serveuse n'est pas quelque chose que je voudrais porter, bien sûr. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est peut-être mon destin, tu sais. Je me suis mariée à la sortie du lycée avec Oscar, avec qui j'étais sortie au lycée. Au début, c'était comme un conte de fées. Je n'arrivais même pas à croire que ce genre de vie était possible. Un appartement immense qui semblait sortir d'un magazine de décoration intérieure, un mari aimant, beau et attentionné qui me conduisait partout dans une voiture de luxe et me couvrait de cadeaux. Une carte de crédit régulièrement rechargée avec des sommes importantes, sans que je n'aie à le demander. Voyager. Le métier de mes rêves. Le père d'Oscar m'a engagé comme secrétaire d'un cadre supérieur de son entreprise. Mon seul travail consistait à enregistrer les appels des personnes qui essayaient de joindre le patron lorsqu'il était absent et à lui faire du café 2 fois par jour. C'était tout. J'étais assise dans un beau bureau, je lisais des romans, je jouais à des jeux sur mon téléphone, je me peignais les ongles et je bavardais avec des collègues féminines. Je changeais tout le temps de tenue. Aller au travail, c'était comme un défilé de mode. Je me sentais si belle, et le salaire était plus que décent. Qu'en est-il de vos études? Vous ne vous êtes pas inscrite à l'université? Oh, j'étais naïve et idiote. Je n'y ai même pas pensé à l'époque. J'avais une vie belle, brillante et bien remplie. J'avais l'impression qu'il en serait toujours ainsi. Mais au fil du temps, Oscar, toujours attentif et vigilant, a changé. Et elle s'est mis à travailler tard et à faire des voyages d'affaires interminables. Il revenait bronzé pour une raison que j'ignore, mais j'étais absorbée par mes nouvelles connaissances, le travail et le shopping, et je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Mais lorsque j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, j'ai pris peur. C'est alors que j'ai compris que mon bonheur était fragile et illusoire, qu'il dépendait entièrement de l'attitude d'Oscar à mon égard, de ses décisions et de ses projets. Oscar ne cessait de s'éloigner de moi et cela m'a fait paniquer. J'ai essayé d'arranger la situation avec de la lingerie de luxe, des plaisirs culinaires, des cadeaux insolites pour mon conjoint. J'ai même abordé le sujet d'un enfant, alors qu'au départ nous avions convenu de ne pas en avoir. Cependant, Oscar est resté indifférent à tous mes efforts et à toutes mes tentatives pour rétablir notre ancienne relation, sauf lorsque j'ai évoqué la possibilité d'avoir un enfant. Cela l'a mis un peu en colère. Il disait que nous n'étions pas encore prêts. Un jour, je suis entrée dans son téléphone portable alors qu'il était dans la salle de bain. D'habitude, Oscar emportait son téléphone portable partout avec lui, mais il avait laissé ses gadgets sur la table et j'en ai profité. À ma grande horreur, je suis tombée sur la correspondance de mon mari avec une certaine Christina. Il était clair que Christina était la maîtresse d'Oscar. Les messages échangés entre Oscar et Christina étaient très explicites. Il comprenait des messages textuels entrecoupés de photos de Christina dans des tenues révélatrices, et il y avait même une vidéo. Lorsqu'Oscar est sorti de la salle de bain, j'ai demandé des explications. Je m'attendais à ce qu'Oscar essaie de se justifier, mais il s'est contenté de hausser les épaules et de dire
Quel est le problème? Ce n'est que maintenant que j'ai compris que, pour Oscar, avoir une maîtresse était normal. Après tout, le père d'Oscar se comportait de la même manière que la plupart des amis de son père. Les hommes gagnent de l'argent et font ce qu'ils veulent. Les femmes supportent tout et servent leur mari. Chacun a un rôle à jouer. M'a-t-il dit, en se référant à ce que son père lui avait appris il y a longtemps. À eu début, j'étais même prêt à le tolérer pour avoir une vie confortable. Puis je me suis senti menacé par Christina. J'ai essayé de parler à mon mari avec prudence, sans l'insulter, mais en lui faisant comprendre que son comportement était inacceptable. Mais cette tactique n'a pas fonctionné. Un jour, un scandale a éclaté. Oscar a appelé les choses par leur nom, me rappelant d'où il m'avait tiré et ce que j'avais gagné de notre union. Il a dit que tout avait un prix. Je me suis senti sans valeur. Non, je n'avais plus peur de perdre Oscar. Il me dégoûtait. C'était un pan pompeux, fier de la fortune de ses parents. Et la seule chose que je ne voulais pas abandonner, c'était ma nouvelle vie, celle à laquelle je m'étais déjà habituée, et je m'y suis résignée. Parfois, j'étais dégoûtée de moi-même, mais je continuais à vivre avec Oscar, en faisant semblant d'être une épouse exemplaire et en faisant preuve d'un amour surnaturel lorsque c'était nécessaire. En retour, j'ai reçu des sommes d'argent illimitées, mais c'est là que j'ai commis ma deuxième erreur. Je ne l'ai pas utilisé pour créer ma propre entreprise, ni même pour acheter un appartement séparé. Non, j'ai tout gaspillé en divertissements momentanés, en beaux vêtements, en sorties avec des amis dans des clubs coûteux, en voyages à la mer, en parfums de luxe et autres plaisirs similaires qui m'aidaient à me distraire et à me sentir heureuse. Puis un jour, Oscar m'a annoncé que nous allions divorcer. Comme s'il s'agissait d'une affaire mineure. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. J'ai compris que je devais retourner chez mes parents. Tous les biens acquis en commun étaient enregistrés au nom du père d'Oscar, ce qui signifiait qu'après le divorce, je ne recevrais rien. Et le pire, c'est que je n'avais ni métier, ni économie. Kim soupire à nouveau tristement. Je suis désolée d'avoir été aussi franche avec toi. Je suis juste fatiguée de tout garder à l'intérieur. Et tu as toujours été bon, compréhensif et sage au-delà de ton âge. C'est un plaisir de te parler comme ça. Ethan est resté silencieux et l'a seulement regardé avec de la sympathie et de l'amour dans les yeux. Kim a donc continué son histoire. Je ne pouvais pas vivre avec ses parents. J'ai vendu certains de mes vêtements de marque et mis en gage des bijoux, juste assez pour louer un appartement pendant 6 mois. Ensuite, je me suis mise à la recherche d'un emploi car, bien sûr, j'avais été licenciée de l'entreprise de mon ex-beau-père. Après de longues recherches, j'ai réussi à trouver un emploi de serveuse dans ce bar. J'aime bien cet endroit, finit par sourire Kim. La musique est bonne et les gens sont sympas. C'est même agréable. Je suis vraiment désolée, dit enfin Ethan. Ça doit être très dur pour toi. Ce n'est pas grave. C'est une bonne chose que nous n'ayons pas eu l'occasion d'avoir des enfants, sinon j'aurais été liée à lui pour la vie. Eh bien, qu'il aille au diable. Il m'a toujours traité avec condescendance, comme s'il me regardait de haut. Pour moi, jeune et naïve idiote à l'époque, il semblait que c'était ses soins, son patronage et son amour. Mais ce n'était pas du tout le cas. Sa nouvelle femme ne sera guère heureuse avec lui. Je suis donc content de m'être débarrassé de lui. Et toi, qui me regarde Ethan dans les yeux. Parle-moi de toi. Tu as quelqu'un? Non. Ethan a menti pour une raison quelconque. Je n'ai personne. Je suis célibataire. Il ne pouvait pas parler de Nina. En regardant Kim, il n'avait ni la force ni la volonté de le faire. Ce soir-là, ils s'assirent à une table près du mur, se remémorant leur passé, plaisantant et évoquant des connaissances communes. Ethan avoua facilement et naturellement à Kim combien il était amoureux d'elle depuis plusieurs années. J'aurais aimé le savoir. Je cherchais des sentiments sincères et de l'amour, mais les gars qui me tournaient autour ne voulaient qu'une chose. J'ai pensé qu'il n'y avait pas d'autre solution. Puis ils ont marché dans la ville toute la nuit, ne voulant pas se séparer. Ethan a passé son bras autour des épaules de Kim,
qui s'est accrochée à lui en toute confiance. Elle l'a invité chez elle. Kim a loué un appartement non loin du bar et Ethan a accepté. Ils ont passé la nuit ensemble. Leur première nuit. À eu matin, Ethan se sentit vraiment heureux parce que Kim était à côté de lui. Il a ressenti un élan de force sans précédent et une agréable légèreté d'esprit. Cette humeur n'était pas assombrie par la pensée de Nina. Elle lui parlerait, lui expliquerait tout. Nina était intelligente, elle comprendrait. Les rêves doivent se réaliser, sinon la vie perd tout son sens. Kim et Ethan ont commencé à sortir ensemble. Il lui a parlé de Nina parce qu'il voulait être sincère et honnête avec sa bien-aimée. Kim était visiblement bouleversée, tendue et méfiante. Cela m'est déjà arrivé, dit-elle d'un ton abattu. J'ai connu un homme qui m'avait promis de divorcer, mais il ne l'a pas fait. Nous sommes dans une situation totalement différente. Et Nina et moi ne sommes même pas mariés. Et la conversation avec Nina a été longue et pénible. Ethan transpirait comme s'il avait déchargé 3 wagons de charbon. Nina, qui était habituellement calme et rationnelle, est devenue hystérique, sanglotant, et a supplié Ethan de revenir à la raison. Elle l'a même maudit en Kim. Le cœur d'Ethan se serre de douleur en regardant son ancien fiancé. Il semblait que Nina l'aimait vraiment. Plus tard, Ethan a appris par des connaissances communes que Nina ne supportait plus la vie sans lui et a tenté de mettre fin à ses jours. Heureusement, elle a été rapidement retrouvée et sauvée. Nina a passé un certain temps à l'hôpital, où elle a été traitée par des psychiatres. À cause de cet acte impulsif, elle a perdu son prestigieux emploi. Ethan se sent coupable de ce qui lui est arrivé. Mais comment pouvait-il l'aider ? Vous n'avez pas à sacrifier votre bonheur et vos rêves pour une autre personne. Personne n'est obligé. Kim a apaisé sa bien-aimée. Immédiatement après la rupture d'Ethan avec Nina, Kim a emménagé avec lui. Tous deux ne voulaient pas se séparer et voulaient être constamment proches l'un de l'autre. Ethan a proposé à Nina de l'aider par l'intermédiaire d'amis communs, mais elle a fièrement refusé. Elle ne voulait plus entendre parler de son ancien fiancé. Finalement, tout s'est bien passé pour Nina. Sa santé s'est améliorée. Elle a repris le travail, s'est mariée et a donné naissance à 2 merveilleux garçons. Ethan était heureux pour Nina et a même essayé de l'appeler une fois pour lui parler. Mais il s'est rendu compte que Nina lui en voulait maintenant, malgré les années passées et les événements positifs de sa vie. Ethan et Kim se sont également mariés. Et la passion initiale s'est un peu calmée et la vie a repris son cours. Ethan se réjouit de sa vie et pense qu'elle ne peut que s'améliorer. Kim a décidé de quitter son travail. Il considère qu'il n'a pas le droit de lui conseiller de le faire. Mais si elle le voulait, Ethan ne pouvait que la soutenir. L'homme pensait qu'il pouvait convenablement subvenir aux besoins de leur petite famille. Depuis que Kim est devenue femme au foyer, tout est devenu plus chaleureux d'une certaine manière. Lorsqu'Ethan rentrait du travail, les pièces étaient toujours bien rangées et sentaient bon la cuisine. Cependant, un événement imprévu s'est produit. L'entreprise dans laquelle Ethan travaillait depuis des années a fait faillite en raison d'une concurrence intense. Du jour au lendemain, Ethan s'est retrouvé au chômage. Bien sûr, il a reçu des offres d'autres entreprises, mais les salaires étaient 3 fois inférieurs à ce qu'il gagnait dans son emploi précédent. D'une manière générale, la famille a dû réduire ses dépenses. Kim était habitué à un style de vie somptueux, à fréquenter les clubs de fitness, les spas, à faire du shopping et à suivre des traitements de cosmétologie. Elle s'habillait avec des vêtements de marque, dînait avec des amis dans des restaurants et profitait de courts séjours à la mer plusieurs fois par an. Mais tout cela s'est arrêté. Ethan était simplement préoccupé par le fait que Kim, pour elle, le déclin de leur qualité de vie était une tragédie et le pire était qu'il ne s'agissait pas d'un simple revers temporaire. Ethan n'avait aucune perspective dans cette ville. Kim a essayé d'encourager Ethan à créer sa propre entreprise. Kim, de quoi parles-tu ? L'esprit d'entreprise exige un autre type de caractère. Je ne suis pas comme ça. Ethan a répondu honnêtement. Il ne se voyait pas en chef d'entreprise. Il n'avait pas besoin de mentalité ou de force. Au lieu de cela, il excellait en tant qu'artiste. Ouais, eh bien,
ça demande un cœur comme un Oscar. Kim secoua la tête en signe de déception. Cela faisait mal, Ethan, qu'on le compare défavorablement à Oscar. Mais il n'a jamais rappelé à Kim que son ex-mari l'avait largué point depuis cette conversation, Kim a refusé de cuisiner, de faire le ménage ou de s'occuper des tâches ménagères, bien qu'elle n'ait pas de travail. Je ne suis pas une bonne gratuite? Déclare-t-elle à son mari le soir. Ethan soupire et se rend à la cuisine pour se préparer quelque chose, point des pâtes, des saucisses ou des œufs au plat. Il pardonnait à Kim ses approches injustes et ses caprices. Il comprenait qu'elle traversait une période difficile. Il espérait qu'avec le temps, elle se calmerait. Le plus important pour lui était de préserver leur relation et d'éviter les conflits inutiles. C'est alors que Kim a annoncé à Ethan qu'elle attendait un enfant. Le futur père est fou de joie. Cependant, Kim elle-même ne semblait pas ravie et envisageait même de se débarrasser de cette grossesse inattendue. Heureusement, Ethan a réussi à l'en dissuader. Et la grossesse a été sévère. Kim a souffert de malaise, de douleurs au dos et à l'estomac et de sautes d'humeur constantes. Dans toute sa souffrance, elle reprochait à Ethan de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux du bébé. Ethan se sentait coupable, mais il avait beau faire, il ne pouvait pas gagner autant qu'avant. Son salaire était déjà considéré comme très bon par rapport aux normes de la ville, mais Kim voulait plus. Ethan pensait qu'après la naissance de leur enfant, Kim changerait. Les hormones affectent souvent les femmes enceintes et les choses reviennent généralement à la normale, mais dans leur cas, cela ne s'est pas produit. Lorsqu'Ethan rentrait du travail, il était souvent confronté à une scène pénible. Leur fille pleurait dans son berceau tandis que Kim était assise dans une autre pièce, portant des écouteurs et absorbée par des conversations sur les médias sociaux. Ethan essayait de discuter de l'éducation de leur fille avec délicatesse, en évitant d'offenser les autres. Il a insisté sur le fait que le bébé avait besoin de son attention, de sa chaleur et de ses soins. Tu veux la gâter? Kim avait l'habitude de le dire avec colère en plissant les yeux. Tu veux dire que nous devrions la prendre dans nos bras chaque fois qu'elle pleure? La chouchouter sans arrêt et nous oublier nous-mêmes? Non, bien sûr que non, mais... À ce moment-là, Kim l'interrompait toujours, bombardant Ethan d'accusations qui le faisaient se sentir insignifiant. Kim criait qu'elle avait besoin de repos. Elle venait de donner naissance à une nouvelle vie au cours de 9 mois d'agonie, suivie de la nécessité de s'occuper du bébé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune aide ni possibilité de prendre ne serait-ce qu'un jour de congé. Vous ne pouvez pas m'envoyer à la mer pendant une semaine, nous n'en avons pas les moyens. Vous ne pouvez pas engager une nounou, pour que je puisse poursuivre mes propres intérêts. Tu n'as pas le droit de me dicter mes actions, alors tais-toi. La voix et l'expression de Kim étaient remplies de haine et de mépris, laissant Ethan à court de mots, incapable de réconforter sa bien-dâche aimée. Elle avait l'impression d'avoir échoué. Elle était douloureux de réaliser que sa bien-aimée le considérait comme un perdant misérable. Il se souvenait de la gentillesse et de l'amitié dont Kim faisait preuve lorsqu'ils avaient une plus grande stabilité financière. Elle s'en voulait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa bien-aimée et de sa fille, alors que leur relation s'effritait. Chaque jour, après son retour du travail, Ethan se chargeait volontiers des tâches ménagères, cuisinant, nettoyant et jouant avec sa fille. Il y prenait même plaisir. Ethan a ensuite engagé une nounou pour soulager sa femme. Malgré cela, Kim n'était pas satisfaite. Elle ne s'entendait pas avec la nounou, qui n'hésitait pas à lui faire remarquer ses lacunes avec son propre enfant, et ils ont dû s'en séparer. Et la nounou suivante était moins bavarde et plus indifférente. Kim pousse un soupir de soulagement en retrouvant enfin un peu de liberté. Elle a rencontré des amis, fait du shopping et s'est offert des cures thermales. Bien qu'elle ne puisse plus vivre pleinement sa vie comme avant. Ethan s'assure qu'il y a toujours de l'argent disponible pour ses loisirs. Il comprenait que les femmes en congé de maternité avaient besoin de se détendre de temps en temps. Cependant, le comportement de Kim s'éloignait de plus en plus de la normale. La femme s'éloigna de plus en plus d'elle et d'Ethan, vivant sa propre vie. Elle ne rentrait à la maison que pour dormir, et se montrait parfois le matin en état d'ébriété. Ethan pense que tous ces problèmes sont temporaires. Il l'aimait toujours et espérait que son comportement n'était qu'une sorte de dépression postpartum.
Cependant, lorsqu'elle a eu presque 1 an, rien n'avait changé. Ethan observe souvent le comportement des autres femmes lorsqu'il se promène avec elle ou qu'il l'accompagne à la clinique. Il remarque que les mères regardent leur bébé, s'occupent d'eux avec une infinie tendresse. Elle n'a jamais connu cela. Sa mère était froide et indifférente, ne la touchant que lorsque c'était nécessaire et ne jouant jamais avec elle, ne chantant jamais et ne lui récitant jamais de poèmes. Ethan a essayé de monter une affaire, pensant que la stabilité financière améliorerait l'état d'esprit de Kim. Mais ses tentatives ont échoué et il a fini par perdre ses économies. Il a également envisagé d'inviter Kim à consulter un psychologue familial. Il a même trouvé une excellente spécialiste, mais il craignait sa résistance. Cependant, avant qu'il n'ait eu l'occasion d'en discuter avec sa femme, un événement est venu tout bouleverser. Un jour, Ethan a été retardé au travail et est rentré plus tard que d'habitude. Kim n'était toujours pas rentrée. Et la nounou, une femme gentille qui supportait sans se plaindre des horaires de travail irréguliers, s'occupait d'elle. Ethan a laissé partir la nounou et s'est empressé de préparer le dîner. Elle dormait déjà profondément dans son berceau. Ethan entra dans la chambre qu'il partageait avec Kim et regarda autour de lui. Son cœur s'affaissa. Car il sentait qu'il y avait un problème. Quelque chose ne va pas. Finalement, il se rendit compte qu'il y avait beaucoup moins d'affaires appartenant à Kim. Il ouvrit brutalement le tiroir de sa femme. Beaucoup d'objets avaient disparu, y compris les bijoux qu'il lui avait offerts lorsqu'ils étaient plus stables financièrement. Ses robes de marque préférées et d'autres objets qui lui étaient chers. Kim n'avait pas tout pris, mais seulement les objets les plus chers et les plus précieux. De toute évidence, leur fille ne figurait pas sur cette liste. Puis Ethan a trouvé une note dans le placard de la cuisine qui expliquait tout. Il s'est avéré que Kim avait rencontré George, un homme d'affaires allemand, sur les réseaux sociaux. Leur correspondance sans engagement s'est rapidement transformée en quelque chose de plus sérieux. Et elle s'est avéré que George avait même rendu visite à Kim à plusieurs reprises et qu'ils avaient passé du temps ensemble, tombant de plus en plus amoureux l'un de l'autre et faisant des projets pour l'avenir. Dans la note, Kim disait qu'elle avait demandé le divorce et renoncé à leur fille. Ethan a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pardonnez-moi. C'est comme si je n'avais jamais existé dans ta vie. Fais ce que tu veux d'elle. Élève-la toi-même ou place-la dans un orphelinat. Tu es aussi libre de l'abandonner et de commencer une nouvelle vie. Elle était une grosse erreur. Et je pense que notre mariage l'était aussi. Lorsque nous nous sommes rencontrés par hasard dans un bar, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir quelque chose entre nous. Mais cela n'a pas fonctionné. Nous sommes totalement différents. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mais je te souhaite quand même d'être heureuse. Soyez aussi heureux que moi. C'est tout. C'était la fin de la lettre. Ethan ne pouvait pas croire que Kim était vraiment comme ça. Un vrai monstre. Froide et calculatrice. Comment pouvait-elle suggérer de confier elle à un orphelinat? Auparavant, Ethan pensait que Kim reprendrait ses esprits, se rétablirait et redeviendrait la femme gentille, attentionnée, joyeuse et compréhensive qu'elle était auparavant. Après tout, leurs difficultés financières n'étaient pas si importantes. Ils ne pouvaient pas dépenser leur argent aussi librement qu'avant. Mais ils avaient tout ce dont ils avaient besoin et plus encore. Enfin, Ethan pouvait admettre que Kim n'était restée avec lui que pour son argent. À l'époque, elle était en détresse et cherchait quelqu'un qui pourrait la sortir de la pauvreté, la soutenir et s'occuper de tous ses problèmes financiers. Elle a trouvé cette personne. Kim a été heureuse pendant un certain temps, profitant d'Ethan, qui était profondément amoureux d'elle. Mais lorsqu'il a perdu son emploi bien rémunéré et que la richesse de la famille a diminué, elle a commencé à chercher une autre option. Depuis ce jour, Kim n'est plus jamais apparue dans la vie d'Ethan. L'homme savait qu'elle vivait désormais en Allemagne. Il a vu une photo d'elle sur sa page de réseau social et a même essayé de la contacter. Mais il a été immédiatement bloqué. Ethan pensait qu'elle finirait par avoir des remords pour l'enfant. Mais cela ne s'est jamais produit. L'homme a souffert pour Kim jusqu'à ce que le fret se concentre brusquement sur un autre problème. Elle a soudainement été diagnostiquée avec une maladie sanguine rare.
C'est une question de génétique, a expliqué le médecin. De toute façon, cela serait arrivé tôt ou tard. Elle n'avait que 4 ans à l'époque. Des examens interminables et un traitement ininterrompu ont commencé. A eu début, Ethan pensait qu'il trouverait facilement la bonne thérapie pour stabiliser son état. Il pensait que la médecine était désormais suffisamment avancée pour aider sa fille. Cependant, elle est atteinte d'une maladie très rare et insidieuse qui détériore constamment son sang. La petite fille se sentait constamment fatiguée. Après toutes ces années, Ethan a essayé de reprendre contact avec son ex-femme. Elle avait déjà épousé George et ils avaient même un petit garçon. Le demi-frère d'Ellie. À en juger par les photos qu'Ethan voyait parfois sur les réseaux sociaux, Kim était une mère très dévouée à cet enfant. Cela lui donnait l'espoir que Kim se rendrait compte de l'importance qu'elle avait pour leur petite fille. Peut-être qu'elle ne serait pas indifférente à la nouvelle de la maladie de sa fille et qu'elle pourrait aider Ellie d'une manière ou d'une autre. Peut-être pourrait-il trouver un médecin allemand qui prescrirait un nouveau traitement et Ellie se rétablirait. Cependant, Kim ne voulait absolument pas communiquer avec son ancien mari et Ethan n'a pu lui parler de ce qui était arrivé à Ellie que par l'intermédiaire d'une de ses anciennes petites amies. Elle m'a demandé de vous dire d'oublier son existence. Ces mots ont été dits à Ethan par la même amie. Elle vous demande de faire comme si elle n'avait jamais existé dans votre vie. C'est ce qu'elle a dit. Après cette conversation, Ethan a compris qu'il ne devait compter que sur lui-même. Il n'y avait plus d'espoir pour Kim. Ethan a donc continué à se battre seul pour la santé de sa fille bien-aimée. Personne ne lui était plus proche ou plus cher qu'elle. Ethan ne pouvait pas la laisser tomber. Elle est devenue une fille gentille et souriante. Malgré sa maladie, elle essayait de trouver de la joie dans la vie. Ethan était constamment émerveillé par les choses simples qui faisaient le bonheur de son enfant. Un papillon figé sur une feuille jaune vif. Et la danse des flocons de neige dans l'air. Un chat volant s'approchant d'une volée de pigeons. Papa, c'est si beau. Regarde. La petite fille pointait son petit doigt vers quelque chose qui n'avait jamais suscité de sentiment ou d'émotion chez Ethan auparavant. Il s'aperçut que sa fille avait raison. C'était vraiment des choses merveilleuses qui méritaient d'être admirées. Ethan essayait de passer chaque minute libre avec sa fille. Et elle aimait écouter ses pensées et faire des projets d'avenir ensemble. Elle rêve de devenir artiste et de parcourir le monde avec ses expositions. En regardant ses dessins, Ethan se rend compte que c'est tout à fait possible. Et la petite fille a manifestement du talent. Il l'a même inscrite à un cours d'art. Mais elle n'a pas pu y assister à cause de sa maladie. Tout comme elle ne pouvait pas aller à l'école maternelle. La maladie insidieuse l'a affaiblie et l'a rendue vulnérable aux infections. Mais Ethan a trouvé une solution. Il a commencé à inviter la professeure de dessin chez eux. Et elle a tout de suite aimé Ellie. Difficile de ne pas tomber sous le charme de cette petite fille rayonnante. Ethan a travaillé dur, mais le traitement d'Ellie, ou plutôt son maintien en vie, n'était pas bon marché. Cependant, son état ne s'améliore pas. Les médecins ne savent plus où donner de la tête. À quoi vous attendez-vous? Ethan a entendu parler d'eux. La maladie est rare et peu étudiée. Et la génétique est toujours compliquée. Malheureusement, votre fille a tiré la courte paille à la naissance. Tous les médecins ont dit à peu près la même chose. Il n'y a que quelques spécialistes dans le monde qui étudient cette maladie. Les files d'attente pour les consulter sont longues de plusieurs kilomètres. Le traitement est coûteux, car chaque cas est unique et nécessite des études scientifiques approfondies. Certains patients sont en rémission, d'autres n'ont aucun soulagement. Ethan connaît le nom de tous les médecins qui étudient la maladie qui tue lentement mais sûrement sa fille. Il n'y en a que 2 dans le pays. Dumont et Campbell vivaient et travaillaient tous 2 dans la capitale et il était impossible d'obtenir un rendez-vous avec l'un ou l'autre. Les files d'attente étaient énormes et même une simple consultation avec ces stars de la médecine obligeait Ethan à contracter un prêt. De plus, leurs emplois du temps étaient réservés 1 an à l'avance. Ethan se voyait constamment dire de rappeler dans quelques mois. Et elle a appelé presque chaque semaine, mais a toujours reçu la même réponse. Il n'y a pas de rendez-vous disponible. Rappelez dans 1 mois ou 2.
Peut-être que quelque chose se libérera. Ethan se sentait dévasté et impuissant en regardant sa fille. Elle s'affaiblissait de jour en jour et devenait de plus en plus pâle. Des ombres apparaissaient sous ses grands yeux turquoises, comme ceux de sa mère. C'était insupportable à regarder. Ethan prit des vacances et emmena Haley au centre d'hématologie de la capitale où elle recevrait un cours de maintien. Bien que cela ne permette pas de guérir définitivement la maladie, cela donnait à la jeune fille un peu de temps. Ethan serra les dents, espérant que sa fille vivrait encore des mois et des années. Elle devait attendre le traitement. Cependant, même les médecins dévoués qui ont passé leur vie à lutter contre de telles maladies pourraient ne pas être en mesure de l'aider. Ethan le savait bien, mais il devait essayer au cas où Haley ferait partie des chanceux qui s'en sortiraient. Il y avait des chances, et pas des moindres. Il devait juste trouver un moyen d'atteindre ses médecins. Chaque matin, Ethan emmenait sa fille à la clinique pour les procédures nécessaires. Ensuite, il la ramenait à l'appartement qu'il avait loué. Ethan espérait qu'après le traitement, sa fille se sentirait mieux. Cela s'est déjà produit par le passé. Haley tombait malade, était hospitalisée, recevait des piqûres, des médicaments, des perfusions et des transfusions sanguines et subissait des procédures médicales complexes et douloureuses. Pendant un certain temps, Haley se rétablissait et prenait même du poids. Ses joues reprenaient leur couleur rose et ses mouvements devenaient plus vifs. Ethan avait espéré le même résultat cette fois-ci, mais cela n'a pas fonctionné. Haley est restée faible et indifférente comme d'habitude. Elle cessa même de dessiner car il lui était difficile de tenir les crayons et les pinceaux. Elle a passé toute la journée au lit. Ethan a posé des questions aux médecins, mais ils se sont contentés de faire un signe de la main et d'expliquer que la maladie fait des ravages et que c'est ce qui arrive tôt ou tard aux enfants comme Haley. Ils ne peuvent agir que sur instruction. Dans son cas, elle avait besoin d'expérimentation, d'une approche individuelle et d'une aide ciblée. Tout cela revient à dire que la jeune fille doit voir le docteur Campbell ou le docteur Dumont le plus rapidement possible. Ethan a essayé de faire admettre sa fille à l'hôpital pour qu'elle soit observée 24 heures sur 24 par des professionnels de la santé. Son état s'aggravait. Et votre fille n'a aucune indication urgente, ont répondu les médecins. Son état est stable pour l'instant et ne nécessite pas de traitement d'urgence. Soudain, Ethan réalisa que s'il ne voyait aucun des médecins pendant que lui et Haley étaient dans la capitale, s'il ramenait sa fille à la maison après la rééducation, rien n'aiderait Haley. Cette pensée le remplit de fièvre et Ethan décida que non, il ne partirait pas les mains vides. Il trouvera ses médecins quoi qu'il en coûte. Il est prêt à s'introduire chez eux, à les attendre après le travail et même à se faufiler dans la salle d'opération. Mais il faut forcer l'un d'entre eux à soigner Haley. Même s'il doit faire face aux conséquences de ses actes, il obtiendra ce qu'il veut après tout. Maintenant, Ethan était assis sur un banc dans le parc en face de l'hôpital où travaillait le docteur Dumont. Le docteur Campbell était à l'étranger pour participer à une conférence internationale. Ethan savait à quoi ressemblait ce médecin. Un homme d'âge moyen, légèrement plus âgé que lui, avec des cheveux noirs, des yeux bruns attentifs, des pommettes bien dessinées, un nez droit et un menton fort. Ce n'était pas la première fois qu'Ethan attendait le docteur Dumont à l'extérieur de la clinique. Elle attendait toujours que Haley s'endorme pour prendre sa place. Malheureusement, il ne pouvait pas s'absenter longtemps parce qu'il ne voulait pas laisser Haley toute seule, mais tant qu'elle dormait, il pouvait continuer à attendre le docteur. Le père désespéré était prêt à tout. Des pensées angoissantes tourbillonnent dans sa tête. Ces derniers jours, la colère, la haine et l'envie des parents d'enfants en bonne santé ont consumé l'âme d'Ethan. Ethan est aux prises avec ses propres émotions. Et elle s'est toujours considérée comme une bonne personne. Cependant, dans sa situation actuelle, il était prêt à faire des choses terribles juste pour sauver Haley. S'il le fallait, il prendrait même le docteur Dumont en otage si cela pouvait aider sa fille. Pourquoi as-tu l'air si triste ? Ethan fut surpris par une voix claire et mélodieuse qui interrompit ses pensées moroses. Il se retourna pour découvrir un petit garçon assis à côté de lui sur le banc. L'enfant, qui semblait avoir environ 7 ans, avait de grands yeux bleus, un nez en bouton parsemé de taches de rousseur et une expression curieuse. Ses cheveux blonds hirsutes méritaient d'être coupés,
mais ils avaient quelque chose d'attachant. Le garçon semblait venir d'une famille bienveillante, mais en proie à des difficultés financières. Ses vêtements étaient démodés, probablement hérités d'un autre enfant, et ses baskets étaient poussiéreuses et usées. En revanche, sa chemise était propre et repassée. Pourquoi es-tu triste? Demande à nouveau le garçon. Oh, ce n'est rien. Je suis juste perdu dans mes pensées. Ethan répondit. Non, je le vois bien. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Parfois, les choses commencent mal, mais elles finissent par s'arranger. Le garçon rassure l'homme. Tu as raison. Ethan sourit. Il était impossible de ne pas sourire en regardant ses yeux bleu clair. Il y avait une innocence et une luminosité chez ce garçon qui dégageait une énergie particulière. Pourquoi te promènes-tu par ici ou par toi-même? Où sont tes parents? Ethan regarda autour de lui, inquiet de voir un si jeune enfant se promener seul sans grande précaution. Et il n'était pas convenable pour un enfant de son âge de s'approcher et d'entamer une conversation avec un étranger. Je suis seul aujourd'hui. Ma grand-mère est malade, alors je suis venu ici pour voir mon ami. Il m'attend tous les jours. Nous nous aidons mutuellement, explique le garçon. On dirait qu'il y a un vrai lien entre vous et votre ami, remarqua Ethan avec un sourire. Entretiens cette amitié. C'est rare de trouver une telle connexion, je sais, répondit le garçon avec un sourire. Ses dents de devant manquantes rendaient son sourire à la fois amusant et attachant. C'était un enfant remarquable, qui parlait avec tant d'assurance et de naturel. Alors, ta grand-mère est malade et tes parents sont probablement au travail. C'est pour cela que tu es seul ici? Ta grand-mère sait-elle où tu es? Ou bien es-tu parti sans le lui dire? S'enquiert Ethan. Elle le sait. Ne t'inquiète pas. Je suis un grand garçon. Je comprends tout. Et je sais comment être prudent avec les étrangers, le rassura le garçon. Et moi, alors, demande Ethan, surpris. Je suis un étranger pour toi. Et pourtant? Tu me parles. Tu as l'air d'être quelqu'un de bien, répondit le garçon avec innocence. Je le vois à ton regard. Les yeux d'Ethan se sont remplis de larmes. La confiance et l'innocence de l'enfant font chaud au cœur. Il a qualifié Ethan de bon et a pris conscience des lourdes pensées qui pesaient sur son esprit. Ethan était prêt à commettre un crime pour le bien de sa fille. Pourtant, ce garçon a vu la bonté en lui. Quoi qu'il en soit, il faut se méfier des étrangers. Les gens peuvent être imprévisibles, tu sais. Tes parents ont dû te le dire, avertit Ethan. Ils ne l'ont pas fait, dit le garçon en secouant la tête. Je ne connais pas mes parents. Je ne me souviens même pas d'eux. C'est ma grand-mère qui s'occupe de moi. Mes parents sont morts quand j'étais très jeune. Ils ont eu un accident de voiture. J'étais aussi dans la voiture. Mais j'ai survécu sans aucune blessure. Et ma grand-mère dit toujours que les anges m'ont sauvé parce que je dois encore grandir et faire de ce monde un endroit meilleur. Au fait, je m'appelle Travis, et toi? Je m'appelle Ethan. Alors qu'ils poursuivaient leur conversation, une femme vêtue d'un manteau vert passa devant eux avec un chariot rempli de pâtisseries fraîches. Ethan ne put s'empêcher de remarquer le regard nostalgique que Travis lança au chariot. Et elle se rendit compte que le garçon venait d'une famille visiblement pauvre et qu'il devait avoir faim. Travis, as-tu un petit déjeuner aujourd'hui? Demanda Ethan, l'inquiétude se lisant sur son visage. Un ami m'a donné un sandwich, mais c'était il y a longtemps, dit le garçon. Et elle avait manifestement faim, mais il n'osait pas le demander en raison de sa modestie et de sa timidité. Ethan rattrapa la vendeuse et acheta 2 petits pains gonflés au raisin. Il en tend une à Travis qui la dévore immédiatement comme un loup affamé. C'était un plaisir d'observer l'appétit de l'enfant pour la brioche. Surtout après la tentative infructueuse d'Ethan de nourrir Ellie avec du porridge toute la matinée. Elle n'avait rien mangé récemment. Était la 2e brioche pour toi? Demande Travis. Pourquoi ne la manges-tu pas? Il est délicieux. Non, c'est pour ma fille. Répondit Ethan. Il se dit que Ellie aimerait peut-être goûter au moins un morceau de la savoureuse pâtisserie.
Il serait heureux qu'elle en mange ne serait-ce qu'un quart. Waouh, vous avez une fille. Comment s'appelle-t-elle? Quel âge a-t-elle? Elle vient d'avoir 6 ans. Pourquoi ne l'avez-vous pas emmenée au parc? Il fait si beau. On aurait pu aller se promener ou courir. Tu vois, Travis, elle est malade. Elle a de la fièvre. L'enfant naïf a demandé. Il ne sait probablement pas qu'il y a des maladies plus graves dans le monde. Non, c'est plus grave que ça. J'aimerais qu'elle n'ait que de la fièvre. Malheureusement, c'est quelque chose lié au sang. Quelque chose d'hématologique. Ethan regarde l'enfant avec stupéfaction. Comment pouvait-il connaître de tels mots? Cela ne correspondait pas à l'image que l'on se faisait d'un garçon aux dents longues et édenté. Waouh, comment sais-tu de telles choses? Mon ami en sait beaucoup sur les maladies. Il m'en parle parfois. Travis a expliqué. Tu sais, ta fille a besoin d'air frais et d'émotions positives. Je suis d'accord, soupira Ethan. Travis le surprenait de plus en plus. Mais elle est trop faible pour se promener dans le parc. Alors laissez-moi lui rendre visite chez vous. Vous habitez loin? Je veux être médecin quand je serai grande. Je sais déjà comment soulager grand-mère en posant ma main sur son front. Ta grand-mère ne verra pas d'inconvénient à ce que tu rendes visite à des étrangers. Elle ne le fera pas, assure le petit bonhomme. Elle sait que je sais juger les gens et que je repère les mauvais à 1 kilomètre. Ethan réfléchit un instant. D'un côté, ce merveilleux garçon avait raison. Elle avait vraiment besoin d'émotions positives. Ethan ne savait pas comment faire plaisir à sa fille. Elle ne s'intéressait pas aux jouets et aux dessins animés. Elle ne pouvait pas manger de chocolat ou de sucreries. Elle ne communiquait pas avec les autres enfants. Et voici Travis avec son offre alléchante. Ethan se rend compte qu'il risque d'avoir des ennuis. Mais il a décidé de prendre le risque pour le bien d'elle. Travis était rayonnant, ouvert et sensible. Si ce petit garçon pouvait apporter ne serait-ce qu'un peu de joie à elle, cela signifiait que le risque pris par Ethan en valait la peine. Lorsqu'Ethan et Travis entrent dans l'appartement, elle ne dort plus. Elle était allongée sur le lit, le regard perdu dans le vide. Lorsqu'elle vit le garçon inconnu que son père avait amené, la jeune fille s'anima légèrement. Ses yeux s'illuminent d'intérêt. Qui est ce garçon? Demanda-t-elle en se soulevant sur ses coudes. C'est moi, Travis. Le garçon se présenta. Ton père et moi sommes devenus amis. Je suis venu te rendre visite. Et je m'appelle Elle. Je sais. Ethan me l'a déité. Je sais que tu es malade. Oui, acquiesce tristement la jeune fille. Mais ne t'inquiète pas. Les médecins sont bons maintenant. Ils peuvent tout soigner. Tu sais, quand je serai grande, je veux aussi être médecin. Et je veux être artiste. Es-tu doué pour le dessin? Oui, répondit Elle avec fierté. Ethan est heureux d'entendre sa voix. Auparavant, sa fille était indifférente à tout. Mais soudain, elle s'est jointe à la conversation avec beaucoup d'enthousiasme. Papa. Sors mon dossier avec des dessins. Je vais les montrer à Travis. Travis grimpa sur la couverture à côté d'elle. Elle commença à lui montrer ses chefs-d'œuvre. Travis regarda les dessins avec intérêt. Elle lui dit quelque chose sur chacun d'eux. Il est clair qu'ils apprécient le temps qu'ils passent ensemble. Ethan sourit devant l'enthousiasme de sa fille. Il se rendit dans la cuisine de cet espace. Il décida de prendre un moment pour préparer quelque chose pour le dîner. Peut-être avec Travis dans les parages. Mais Elle mangerait bien aussi. Des rires enfantins se firent entendre de temps à autre dans la pièce. C'était surprenant, car Elle avait rarement souri ces derniers temps. 1 heure plus tard, Ethan raccompagna Travis chez lui. Elle n'était pas très éloignée de leur appartement. Un vieil immeuble de 5 étages derrière le parc. Elle est très malade. Dit Travis tristement sur le chemin du retour. Je vais demander à mon ami comment la guérir. Elle m'aidera. Il est intelligent, tu sais. Ethan s'est contenté de sourire. Un petit garçon naïf.
Il pense probablement que son ami, qui est probablement un peu plus âgé que lui et qui a regardé une émission médicale, est intelligent. C'est drôle mais triste aussi. Est-ce que je peux venir te voir demain aussi? Bien sûr, sourit Ethan en même temps. Tu n'as pas besoin de venir plus tôt. Elle sera à l'hôpital. D'accord, je viendrai. Tu m'aideras beaucoup si tu la gardes en mon absence. Ethan réalise soudain que si Travis est là, il aura plus de temps pour attraper le docteur Dumont. Je vais certainement m'asseoir avec elle. C'est une bonne fille, pas comme Megan, la trouble-fête du quartier. Elle dessine vraiment très bien. Le lendemain, Travis tient sa promesse et se présente à l'heure dite. Elle l'attendait déjà. La jeune fille avait préparé un jeu de société qui, pensait-elle, ferait plaisir à son nouvel ami. Ethan laisse les enfants et se rend à la clinique. Mais une fois de plus, le docteur Dumont n'est pas venu. Finalement, Ethan a dû retourner à l'appartement. Elle dormait à nouveau. Quand Ethan est revenu, il a remarqué qu'elle était encore plus pâle que d'habitude. Son état empire. Travis regarda Ethan avec du désespoir dans les yeux. Je peux venir avec mon ami demain? Il va certainement l'aider. C'est la personne la plus intelligente et la plus gentille au monde. Bien sûr, viens avec ton ami. Ethan le permet, bouleversé par l'état de sa fille et par une nouvelle tentative ratée. Plus on est nombreux, plus on rit. Elle sera ravie de rencontrer votre ami. Toi aussi, promit Travis. Tu seras heureuse avec lui aussi, tu verras. Le lendemain commença comme d'habitude. Ethan réveilla sa fille et tenta de lui donner du porridge et des fruits. Elle réussit à manger quelques cuillerées et refusa le reste. La petite fille ne cessait de demander à son père quand Travis arriverait. Mais le garçon est en retard. Ethan avait déjà conclu que son nouvel ami ne viendrait pas les voir ce jour-là. Peut-être que sa grand-mère ne le permettrait pas ou qu'il avait oublié de jouer avec quelqu'un. Travis était si sociable. Et elle avait d'innombrables amis partout. Cependant, la sonnette tant attendue a finalement retenti. Je me demande si Travis est seul ou s'il est venu avec un ami, comme il l'avait prévu. Pensa Ethan en ouvrant la porte. Sur le pas de la porte se tenait un garçon au sourire blanc, suivi d'un adulte agité. Et pas n'importe quel homme. C'était le docteur Dumont. Ethan avait du mal à garder son sang-froid sous le coup de l'émotion. Que se passe-t-il? Comment cela était-il possible? Bonjour, Ethan, dit Travis. Je te présente mon ami, le docteur Dumont. N'oublie pas que tu n'as pas le droit de venir avec lui. Il est ici pour aider. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour incroyable. Ethan était de retour à la capitale, dans le même parc, près du même banc. Mais c'était le printemps. La mi-avril. La verdure venait de pousser. Le ciel était clair et bleu et le soleil chaud et lumineux. Ethan s'assit sur le banc, observant Travis et elle. Les enfants dessinaient sur le trottoir et jouaient. Tous deux avaient beaucoup grandi pendant cette période, devenant plus matures. Travis était presque un adolescent maintenant. Il avait toujours les mêmes yeux ouverts et le même sourire charmeur, mais il était devenu plus grand, plus fort et plus résistant. C'était un soulagement de voir que le garçon n'avait pas perdu sa spontanéité et son ouverture d'esprit. Il resterait probablement toujours ainsi, gentil, attentif et sensible. Elle avait déjà 8 ans. Il y a 2 ans, Ethan n'avait jamais imaginé que sa fille irait dans une école normale. A eu mieux, il s'attendait à ce qu'elle fasse l'école à la maison et au pire, il ne voulait pas y penser. Ethan ne voulait pas y penser maintenant que tout était derrière eux. Elle m'a encore battu. Ethan, elle m'a encore battu. La voix de Travis était pleine d'admiration. Elle sourit fièrement et Ethan grimaça. Il comprenait que Travis laissait toujours elle gagner, la faisant se sentir forte et agile. Le garçon savait qu'elle avait besoin d'émotions positives et de confiance en elle, alors il faisait de son mieux. Et elle se comportait comme s'il avait au moins 10 ans de plus qu'elle, comme un petit sage. En ce jour mémorable, Ethan avait du mal à croire que le docteur Dumont lui-même était l'ami de Travis. Certes,
Le garçon avait mentionné à plusieurs reprises que son ami s'y connaissait en médecine, mais il n'avait jamais imaginé qu'il s'agissait de l'un des 2 médecins les plus célèbres du pays. Le docteur Dumont s'est avéré être une personne très gentille et agréable. Ethan lui a fait part de ses problèmes. Pendant que les 2 hommes discutent, les enfants reprennent le même jeu de société dans la chambre. Le docteur Dumont est horrifié par la difficulté qu'ont les gens à obtenir un rendez-vous avec lui. Il n'est pas du tout conscient de cette situation. Il a donc décidé de créer immédiatement son propre site internet pour permettre aux patients de le contacter directement. Elle est emmenée dans la clinique où travaille Dumont. Après un examen approfondi et détaillé, le médecin élabore le plan de traitement nécessaire. Le traitement est assez coûteux, mais Dumont obtient personnellement des subventions publiques pour la jeune fille, qui commence à se rétablir immédiatement. Malheureusement, il n'a pas été possible de guérir complètement la maladie. Elle devra prendre des médicaments pour le reste de sa vie, mais à partir de maintenant, elle ne sera pas différente des autres enfants en bonne santé. Elle a commencé l'école à temps, fréquentant à la fois l'école normale et l'école d'art. Chaque année, elle devait se rendre dans la capitale pour une rééducation et des examens. La fille et le père en étaient heureux, car ils se réjouissaient de revoir Travis, un garçon merveilleux qui a joué un rôle important dans la vie d'Ellie. Vous serez peut-être intéressé de savoir comment Travis et le docteur Dumont sont devenus amis, étant donné qu'ils venaient d'horizons différents. Travis a rencontré le docteur Dumont à l'hôpital où sa grand-mère avait été admise. Le petit garçon était angoissé par la présence de la seule personne autochtone, il pleurait et n'arrivait pas à se calmer d'une manière ou d'une autre. Dumont est la seule personne à avoir réussi à aider Travis. Pendant ce temps, la grand-mère de Travis était dans un état critique. Lorsque le danger est passé, le docteur Dumont a annoncé la bonne nouvelle à Travis. À ce moment-là, le garçon et l'homme ont développé une incroyable amitié. Travis a informé son nouvel ami qu'il aspirait à devenir médecin, ce qui leur a donné encore plus de sujets de discussion intéressants. Le docteur Dumont est ému par l'histoire de Travis. Il ne voulait pas que le garçon reste dans un orphelinat pendant que sa grand-mère était malade, et il l'a donc recueilli. Sa femme a accueilli Travis avec plaisir. Ils avaient déjà un fils du même âge et les 2 garçons s'entendaient bien. À partir de ce moment-là, Travis rendit visite au docteur Dumont. Malgré son emploi du temps chargé, l'homme n'a jamais refusé de passer du temps avec le garçon et a participé activement à sa vie, comprenant qu'il était difficile pour la femme âgée de s'occuper seule de son petit-fils. Lorsque Travis a raconté en larmes l'histoire de Haley au docteur Dumont, celui-ci n'a pas pu rester indifférent. Avec le temps, Ethan et le docteur Dumont ont également développé une relation amicale. Le médecin s'est personnellement assuré que Haley bénéficiait de toutes les procédures nécessaires. Parfois, ils discutaient d'autres sujets, mais le plus souvent, ils parlaient de Travis. Le sort de Travis leur importait désormais à tous les 2. Quel merveilleux garçon, s'exclame Ethan. J'aimerais avoir un fils comme lui. Intelligent et surtout empathique, acquiesce Dumont, la combinaison idéale pour un futur médecin. Il sauvera plus d'une vie.